Hop, je relance. Ah bah voilà, là ça marche. Je vous vois tous. Tac. Je sais pas si vous avez vu la première partie du coup. Ah, si Vianney me dit que ça marche mieux. Bon, parfait. Hop, en plus Charlie peut se connecter. Tac, c'est parti. Ah bah, Alors, mon Charlie, salut. ça va? Ça va et Ah, toi? Nickel. nickel. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? C'est bon? Parfait. Nickel et toi? Parce que j'ai dû recouper et relancer parce que ça marchait pas du Ok. tout. Ouais, j'ai pas réussi à la connexion ne marchait pas. Ouais, tu vois, il y avait eu un bug. Bon, impeccable la Ouais, forme. nickel. Nickel et toi? T'es confiné dans ton magasin avec ta belle derrière? C'est ça, je l'ai sorti. Bon, impeccable. Bon, bah, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Dis-nous, tu es d'où, toi? Et je suis de Poitiers, moi, dans le 86. Bon, on se connaît depuis un moment et on est voisins, on va dire. Ah, il y a combat de casquettes. Il y a Flo qui est là, je sens qu'on n'a pas fini avec Ouais. lui. Il est à côté de toi en Ah plus, oui, là, je vois que tu le il est regardes. passé dans le mag, ouais, au cas où, s'il y avait besoin. T'es de quelle génération, toi? 93. Un petit jeune. Eh, il est Charlie, oui, c'est vrai que là, on fait un rassemblement de Charlie aujourd'hui. Bah, du coup, dis-nous tout. Effectivement, on voit que tu es dans un magasin. Et du coup, bah, explique-nous un peu ton taf, ton magasin, tout ça. Et ben j'ai le magasin. Merci pour le placement pub, hein, je te remercie. J'ai le magasin 100% moto à Poitiers où on fait de la vente de réparation, tout ce qui est scooter, maxi scooter, cross enduro puis toute marque s'il y a besoin. Et donc voilà, donc là donc le magasin est ouvert, donc je travaille un petit peu en ce moment, même si les horaires du magasin sont aménagés. Et puis voilà, donc je travaille pas aujourd'hui. Je suis venu te rejoindre sur ce live. Et puis ça y est, j'ai sorti la moto qui a bougé un petit peu de Ouais. son emplacement dans l'atelier. Donc voilà. Du coup, c'est quoi? T'assures encore les commandes et t'arrives à faire Le l'atelier? magasin est ouvert, l'atelier fonctionne normalement. Le magasin est ouvert aussi, est également ouvert. Dans notre branche, on a le droit de travailler, donc on est là. D'accord. Donc les horaires des journées sont un peu raccourcis. La semaine aussi est un peu raccourcie. On n'est plus ouvert le lundi maintenant, mais que du mardi au samedi. Et donc voilà. Ok. Et du coup, si nous, on souhaite venir chez toi, on remplit quoi sur l'attestation? Parce que moi, j'avais besoin de pièces et je savais pas trop quoi faire. T'as peut-être un Ah, conseil à nous tu donner? te débrouilles pour ça, hein. Il y a une Ouais. pharmacie à côté, sinon tu dis que tu vas à la pharmacie, voilà. Ok, ça marche. Il y a Auchan pas loin aussi, c'est Exactement, bon? on n'est pas loin. Bon, bah, on fait comme ça. D'où te vient ta passion pour la moto? Oh, ça remonte, je suis né dedans, hein. À 5 ans, j'ai fait mes premiers tours de roue. Mon papa était passionné, il n'a jamais fait forcément de compétition, mais il a énormément de motos quand il était jeune. Il a plusieurs tours du monde à son actif en moto, où il a traversé plus de 42 pays, je crois, 78 000 kilomètres, le plus gros tour du monde qu'il a fait en 11 mois. Donc, ouais, la passion de la moto, ça baigne depuis déjà la génération de mon père. Et après, nous, voilà, il avait jamais fait de compétition. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, on a commencé à en faire un petit peu. Mais ouais, voilà, ça fait longtemps que je suis dans le monde de la moto. Et puis, il y a de ça maintenant 6 ans, j'ai réussi à allier mon travail et ma passion. Donc, j'ai pas quitté le milieu. Et je suis pas prêt de le quitter pour l'instant. Ouais. Passionné moto et d'aventure au final. Les deux en même Ah, temps, hein. effectivement, avec le Dakar, effectivement, et puis le rallye raid mondial, ça ouvre des portes dans ces aventures-là. Avant, je voyageais plutôt dans la région, et puis quelques endroits en France, mais avec la moto, mais pour les compétitions. Mais effectivement, d'aller faire des championnats et des rallyes, enfin des championnats du monde et des rallyes au Maroc, plus de partir en Amérique du Sud, de partir en Arabie Saoudite, effectivement, ça nous a fait voyager un petit peu. Et du coup, une question vient suite à ça. Au niveau de ta carrière vraiment dans la moto, tu as commencé par quoi jusqu'à aujourd'hui où tu en es? J'ai commencé à 12 ans, les premières compétitions, 12-13 ans en Ligue Poitou-Charentes, en fait, UFOLEP. Après, je suis passé en FFM.
J'ai fait à peu près 11 ans de compétition motocross. Et puis il y a maintenant 2 ans, ouais, en 2017, j'ai commencé à lancer le projet Dakar. Donc c'est tout un processus qui est plutôt long parce il faut aller faire une qualif au championnat du monde. Avant ça, il faut aller faire des rallyes, il faut s'entraîner, il faut trouver les budgets. Donc ça a été, j'ai mis 1 an et demi avant de partir sur mon premier Dakar en 2019. Ouais. Et puis après, voilà, j'ai continué sur une deuxième année pour repartir sur un deuxième Dakar. Ton objectif ultime, du coup, toi, en termes de moto, aujourd'hui? Mon objectif ultime, l'année dernière encore, c'était de terminer ce fameux Dakar, parce que j'ai pas pu le terminer en 2018, j'ai eu une petite chute, mais voilà, ça restait de terminer ce Dakar, et maintenant que je l'ai fait, c'est de continuer et d'améliorer le classement pour rentrer peut-être dans le top 30 un jour, chose comme ça serait déjà super. Yes. L'histoire la plus marquante pour toi pendant tes expériences au Dakar, c'est laquelle? J'en ai plusieurs. Le Dakar l'année dernière, ça se passait au Pérou, en Amérique du Sud. Je pense que ça serait les quelques tours de roue enfin plutôt tours de roue, les plusieurs journées même passées avec Julien Tognetti, là, le meilleur recordman français là au niveau du temps sur l'île de Magne. Où il avait un contrat avec Moraco et le team de B pour faire et l'île de Magne et le Dakar et Ouais. s'entraîner ensemble au Maroc. Il a fait ses premiers tours de roue dans le sable avec moi. J'ai pu lui donner quelques conseils parce que c'est vrai qu'il était vraiment novice. Et du coup, on s'est retrouvé au Dakar en fait ensemble. Et il y a une journée je me suis blessé moi la quatrième journée et du coup, je suis redescendu un petit peu au niveau du classement et on s'est retrouvé à faire quasiment des journées complètes ensemble. Et on a vraiment passé de bons moments où je l'aidais au niveau des traces. Dès que j'étais un peu tanké dans le sable avec la moto, il descendait, il m'aidait. Moi, je m'occupais de la nave. Enfin, c'était vraiment sympa. C'était vraiment des bons moments avec Julien Tognetti qu'on a eu là-dessus. Et puis sinon, une anecdote sur le dernier Dakar, je dirais que un événement qui m'a quand même bien marqué, c'est le troisième jour. On était en fait on passait dans les canyons immenses remplis c'est dans des anciens lits de rivière en fait, hein, des rios ils appellent ça et on était un petit peu perdus, on n'avait pas trop les traces et en fait on devait quitter le Rio et prendre un cap en fait donc fallait vraiment se repérer juste avec le speedo cap qui est sur notre moto qui nous donne en fait un cap chronique et en fait le cap c'était de repartir dans une deuxième un deuxième Rio. Il y avait plein de traces partout en fait et on était vraiment dans la montagne et ce qui s'est passé c'est que il y avait un pilote qui me suivait. Il y avait pas vraiment de trace au sol. On était vraiment un petit peu à l'aveugle. Donc, il fallait prendre à gauche. Je prends le cap à gauche. Je me retrouve à m'engouffrer je pensais être en fait une impasse. Ouais. Là, je commence à ralentir. Le pilote derrière moi pensait que j'étais sur ma trace, me double. 20 mètres derrière, en fait bah, ça arrivait sur un cul-de-sac et donc le mec s'arrête. Et derrière, en fait, une voiture arrivait et c'était Peter Hansel, en fait, qui Ah était ouais. la première voiture à nous doubler. Parce sur les pistes extrêmement roulantes, au bout de 200 km, les voitures nous rattrapent déjà. C'est- Ouais, vous partez en premier en Ouais, fait, on c'est part en ça? premier avec les quads et après les buggy, les voitures et les buggy et les camions suivent. Les camions partent en dernier parce qu'eux, ils sont vraiment dangereux et comme ils roulent très vite. Et du coup, en fait, on arrive à un cul-de-sac et la voiture arrive derrière. Moi, le mec, le Polonais, je m'en souviens, Mitch, qui était juste devant, descend de sa moto parce qu'on était vraiment dans plein de gros galets, mais vraiment énormes, de la taille de parpaing, quoi. Donc, dès que tu Ouais. arrêtais de prendre la vitesse, tu étais obligé de vraiment descendre ou tu tombais, c'était compliqué. Et en fait, du coup, machinalement, je vois une petite montagne quoi, qui faisait une dizaine de mètres. Quoi. Je dis, bah, tant pis, je monte, j'ai de l'élan, je monte sur la montagne. C'est souvent ce que je fais. J'essaie de prendre 10, 15, 20 mètres, 25 mètres de hauteur pour regarder un petit peu. Et en fait, au moment où je Ouais. monte, derrière la voiture, donc du coup, se rend compte qu'on est dans un cul-de-sac, s'arrête. Et en fait, je vois deux traces au sol et je m'aperçois qu'on est sur le bon cap et je lui dis de venir. Et du coup, Peter Hansel monte la crête. Quoi.
Et ce jour-là, je sais pas s'il gagne l'étape, mais je crois qu'il fait au moins deux. Il gagne, Ah ouais, il gagne, énorme. ouais. Et c'était vraiment sympa. Et du coup, le soir, je le croise, je lui en parle et il me dit, eh ben là, on n'était pas sur la bonne branche, il fallait prendre la branche d'après, en fait. Mais on a réussi à retrouver le chemin. Je ne serais pas monté. Si tu n'étais pas monté, je ne serais pas monté. Donc, C'est ouais, beau, parce que c'est chaud, c'est quand même un pilote mythique, quoi. lui, hein. Et du coup, il me dit en rigolant, il me dit ben, bravo, bien joué, tu vois. C'est ça le Dakar aussi. C'est des moments où, grâce à des pilotes, avec les motos, juste comme ça, on se retrouve tous et c'est comme super sympa de naviguer comme ça tous ensemble. C'est quand même assez unique d'avoir du partage comme ça pendant la compétition avec des concurrents finalement Euh, et d'arriver quand même à partager, de s'entraider. Et je pense qu'il n'y a que le Dakar où tu peux trouver ce genre de Après, choses. tu vois, c'est vraiment les seules petites anecdotes que j'ai avec les top pilotes parce qu'ils passent, eux, ils ont vraiment des gros engins, ils passent très vite, ils ont l'habitude et si tu veux, eux, ils jouent la gagne, donc on n'est vraiment pas sur le même rythme. Moi, les top pilotes moto qui sont devant, ils partent devant moi, je les vois pas rouler et Ouais, puis après, je vois tout le temps les premières voitures. Quelquefois, sur les étapes très très longues, on voit les camions, ça c'est extrêmement impressionnant, ils passent à une vitesse. Passe très très vite. Et il faut vraiment se ranger dès qu'on les entend arriver. Mais ouais, c'est toujours sympa de voir. Tu vois, on s'aperçoit de savoir qui c'est qui est en tête. On voit passer Peter Hansel, l'année dernière, on voit vu ouais. passer Loeb. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. Il n'y a que vraiment dans cette course-là que tu peux retrouver ces top pilotes en fait, avec toi la journée. Quoi. Ouais, carrément. Euh, Aujourd'hui, si pour ceux qui nous regardent, en fait, parce que on connaît tous le Dakar, mais enfin, comme moi le premier, même si moi je t'ai suivi quand même à chaque fois d'assez près, j'essaye de comprendre, etc. Mais on n'arrive pas à se rendre compte aujourd'hui si on a envie de s'engager sur le Dakar, est-ce que c'est abordable, est-ce que c'est difficile à faire? Je parle en termes d'inscription, évidemment, hein, l'épreuve en elle-même est difficile, ça on le sait tous. Mais aujourd'hui, si on veut se lancer, est-ce que c'est possible? Est-ce que n'importe qui peut se lancer à faire le Dakar et dans quelles conditions au final? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors n'importe qui, oui, n'importe qui qui est motivé et qui arrive à réunir, on va dire, plein d'éléments. C'est-à-dire, il faudrait déjà réunir de un le budget, hein, un Dakar avec des motos de rallye avec laquelle il faut championnat du monde. Il faut se qualifier sur un rallye en fait, ou un championnat du monde pour pouvoir une année avant pour pouvoir partir au Dakar. Tout ça dans l'année, ça coûte en termes de coûts, il faut compter 70 000 à 80 000 euros quoi. Euh, En comptant, si on compte une assistance, si on part en mal moto, c'est-à-dire où Ouais. on fait son assistance nous-mêmes, il faut à peu près enlever à peu près 15 000 euros de moins. Mais après, bien sûr, c'est abordable. Il faut quand même avoir quand même quelques bagages techniques en moto. Hein, bien sûr, Ouais. il y a 90% d'enduristes, très peu de crossman hein, comme moi, il y en a très très peu. Mais on y arrive quand même. Après, après, voilà, il faut réunir l'enveloppe, il faut aller au championnat du monde, il faut apprendre également à naviguer. Euh, et c'est un tout. C'est un tout, mais bien sûr, hein, n'importe qui est motivé et qui est prêt à relever cette course-là. Là où c'est compliqué et là où j'ai été confronté à ça, c'est on a rien pour se. On peut aller au Maroc. Le Maroc, c'est pas énormément onéreux pour aller s'entraîner. Euh, et l'avantage du Maroc, c'est qu'on retrouve un petit peu toutes les surfaces. On va retrouver du sable, on va retrouver des rios asséchés, on va retrouver des pistes cassantes, on va retrouver des pistes poussiéreuses. Il y a toutes les surfaces qu'on va retrouver dans la rallye qui sont au Maroc. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de rallyes qui se passent là-bas. Et, euh, et il faut absolument aller rouler là-bas un petit peu pour se rendre compte déjà qu'est-ce que c'est le rallye. Rouler avec une moto de rallye qui est un petit peu différente, hein, comme des motos de série euh, qu'on va retrouver sur le marché avec des enduros, choses comme ça. Et puis après, voilà, il faut s'y attendre à ce que la course après soit très dure. Et pour se préparer à un Dakar, il n'y a aucune course, il y a aucune course qui peut te permettre de te rendre compte qu'est-ce que c'est le Dakar. C'est-à-dire que Ouais, c'est unique. faire 800 km pendant 10 jours d'affilée, et tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux faire une endurance moto en solo de 3 heures dans le coin. Tu te dis que quand tu vas faire le Dakar, tu vas faire 3 endurances dans ta journée minimum. Quoi. Tu vas faire 3 Ouais. endurances, 3 à 4 endurances, et ça, tu vas recommencer le lendemain. Et sur le lendemain.
Et effectivement, il faut absolument apprendre à gérer sa course, gérer ses blessures. Il ne faut pas se blesser. Voilà, il faut vraiment gérer plein de paramètres. Et ça, c'est vrai il faut quelques années en rallye raid là-dessus. Voilà, il faut plusieurs Dakar pour commencer à prendre du niveau dans cette discipline parce que c'est très dur. C'est vraiment très dur. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, il faut faire d'autres courses du championnat pour pouvoir être admis au Dakar, c'est Ouais, ça? je crois il me semble qu'il y a 5 courses là au championnat du monde des rallyes raid. Donc il faut aller en faire une. Alors, il faut D'accord. faire des rallyes au Maroc comme le Merzouga Rally ou choses comme ça. Il y a des rallyes où que ça compte quand même, mais ils nous demandent en fait, si vous voulez, quand on se présente une première fois au Dakar, ils nous demandent de faire carrément un dossier de candidature où on met toute notre palmarès, choses comme ça. Donc la course d'enduro de ligue du coin, ça sert à rien, quoi. Faut aller Ouais, faire un rallye, il faut montrer qu'on a de l'expérience en fait en rallye et il faut les terminer aussi également. ouais. Et après, il faut aller faire il y a des courses en fait un petit peu qualificatives où ils ont des juges qui sont par exemple à certains endroits de la piste. Ils vont nous mettre une difficulté par exemple dans une montagne pleine de sable empierré. Et là, vous allez avoir un juge qui va être là, il va noter votre numéro, il va dire voilà, celui-là, ils appellent ça c'est la catégorie rookie. Lui, il est rookie. Donc moi l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais numéro 86. Donc voilà, le 86, il est passé à tel endroit et après il vous note sur 5 points. Je sais qu'il y a l'endurance, il y a la navigation, il y a le résultat final à la fin qui compte. Qu'est-ce qu'il note aussi La technique peut-être dans des résultat passages techniques. technique, il note aussi ta façon de réagir dans la difficulté. C'est-à-dire qu'ils vont D'accord, ouais. si tu passes bien, voilà, ou tu vas rester tanké à un endroit, par exemple. Mais ils sont très bien placés, ils savent, hein, parce ils sont toujours à des endroits où c'est très compliqué. Donc, si tu passes Ouais, bien, ils ont quand même le temps de te voir. Et si t'es bloqué, si tu n'y arrives pas, est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu as du sang-froid? Est-ce que, voilà, tout ça, quoi. Et donc à la fin, ils te disent, voilà, ils te disent effectivement, si tu veux aller au Dakar, pour nous, il n'y a pas de problème. Si tu as galéré et que tu arrives déjà 3 heures en retard, alors que tu n'as fait que 250 km au Maroc et que tu arrives 4 heures après les autres, et qu'ils voient que tu as du mal et que tu traînes, ils peuvent ouais, se permettre de te dire, nous, on le sent pas trop, on a 150 places et on a déjà 150 demandes, tu es le 150e, écoute, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? ouais, Enfin, ouais. et après, bon, il faut vraiment, en règle générale, quand ça se passe mal de par toi-même, t'as pas envie d'y aller. Déjà, quand ça se passe mal sur un Maroc et que tu mets déjà 5-6 heures à terminer la journée, normalement, des 250 km au Maroc, ça se termine en 3-4 heures. Ouais. Ouais, sachant qu'on prend des bouts droits où on peut rouler à 100, 130, ça va vite normalement. En règle générale. Et après, au niveau de ta préparation physique, alimentaire, tout ça, ça compte énormément, je Alors suppose. après, on va dire que la préparation alimentaire, ça dépend. Ça dépend si on se pointe déjà pour aller à un champion du monde ou un rallye raid comme ça. Normalement, on a déjà quelques bases physiquement. Et puis en plus, si on veut partir au Dakar, déjà, quand on n'a pas trop de base, on se met déjà nous-mêmes la pression. Donc alimentaire, ça dépend après de la personne. Mais effectivement, si on s'alimentait pas très bien, exemple comme moi, hein, j'avais des difficultés là-dessus. Je me suis rapproché d'une nutritionniste. Et puis après, au niveau du sportif, ouais, là, il faut vraiment être prêt. Mais on n'a pas vraiment de quoi se tester avant, en fait. On va faire un Maroc, on se dit Ouais, qu'on est bien pour le Maroc, tout va bien. Et en fait, on arrive là-bas et ça dure déjà 3-4 jours. Et après, c'est là que ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment, une fois arrivé au Dakar, commencer à s'économiser. Mais l'année dernière, pour mon premier Dakar, ça c'était physiquement, j'étais bien. Et pour celui-là, cette année, avant ma chute, là, le 6e jour, j'étais vraiment nickel. C'est ma chute qui m'a cassé un petit peu mon rythme. J'ai réussi ouais. à le retrouver la deuxième partie de la course, mais j'étais bien, j'étais bien. Mais il faut manger du sport, hein. D'ailleurs, on s'est croisé plusieurs fois à Basic Fit où j'y allais tous les jours, mais effectivement, il faut faire énormément de cardio, énormément d'endurance musculaire en fait, énormément d'endurance. On n'a pas besoin d'être une masse sur la moto. Ouais, ouais. On pense qu'il faut plein de muscles, choses comme ça. Non, il faut en fait avoir des tissus musculaires longs et avoir une endurance qui est bonne là-dessus. Et j'ai fait toute ma préparation avec Morgane Hugo chez 90 degrés Nord à Poitiers.
qui font également de la cryothérapie. Et j'en ai fait un petit peu justement. On a placé des séances et ça a fonctionné. Ça a très très bien fonctionné. Et du coup, ça, c'est l'avant. Et pendant le Dakar, justement, tu disais bah, que les journées peuvent être très très longues. Mais ça se passe comment? Je suppose qu'il n'y a pas une pause repas au resto le midi. Enfin, tu fais comment pour t'alimenter J'aimerais bien, le long de la j'aimerais bien qu'ils nous journée? fassent une petite pause, un petit resto, qu'on puisse se poser en terrasse. Et j'ai pas trouvé d'itinéraire pour voir le resto. J'ai pas pu m'arrêter. Mais non, c'est la journée type. Je vais vous en raconter une. Elles se ressemblent toutes. On va se lever, les journées le plus tôt, à peu près à 4 heures du matin. Et 5 heures les plus tard, mais vraiment à 4 heures, normalement, à 4h30, on est tous debout. Euh, Nous, en tout cas en moto, après, les voitures ils vont partir 1 heure derrière nous, donc ils vont se lever 1 heure plus tard. Mais par contre, ils vont arriver également 1 heure plus tard que nous, des fois. Euh, donc, on va se dire, on se lève à 4 heures. Tout de suite, on sort de la tente, on s'habille déjà un petit peu à moitié, où on met les genouillères, le pantalon et les bottes de moto tout de suite, ce qui pouvait arriver. Sinon, voilà, on garde un jogging, chose comme ça. On va au self où on mange. Donc là, on mange en un quart d'heure, 20 minutes, hein. On essaie de se dépêcher. Et puis après, on revient, on se prépare, on plie la tente. Euh, on plie les affaires de moto, choses comme ça. On les range dans le camion de course. Et puis voilà, après, on commence à partir. Donc souvent, quand on se lève à 4 heures, on a un départ à 5h30, quoi. Ouais. Il faut 1h30 parce qu'il faut, voilà, il faut se préparer un petit peu avant. Et puis effectivement, il faut penser à tout. Il faut penser à bien s'hydrater, bien manger comme le matin, passer aux toilettes, choses comme ça. Parce que c'est vrai que dans la journée, après, ça va être compliqué. Alors des fois, on va attaquer la journée, on va passer, on s'est vu hein, faire des 300 km le matin de liaison. Ça, c'est très long, hein, partir à 5 heures pour faire 300 km de liaison. Donc, c'est-à-dire qu'on Ouais. attaque la spéciale. Je sais pas, là-bas on avait des bouts droits, ça roulait bien. Donc ouais, on va dire que 3 heures après, à peu près, on est rendu. Et Et juste, je me permets de te couper. Quand tu dis liaison, on est d'accord, c'est hors course. C'est juste pour aller rejoindre un point pour alors, commencer la voilà, course. les liaisons vont être entre le bivouac et le départ de la spéciale. On peut avoir des liaisons également entre deux bouts de spéciale. Donc, on va avoir la liaison, la spéciale, des fois un autre petit bout de liaison, et on peut avoir la deuxième partie de la spéciale, mais c'est quand même très rare, hein. Ça faisait pas plus de 30 ou 40 kilomètres. Et après, donc voilà, on arrive. Il nous reste à peu près une demi-heure, 40 minutes si on a bien roulé et qu'on est en avance. Mais pour revenir à ta question, la liaison reste quand même une partie de ta course, c'est-à-dire que t'as pas le droit de faire d'excès de vitesse. Euh, Tu as le D'accord. droit de mécaniquer, quand même ton team a le droit de venir. A le droit de venir faire de l'assistance quand même chez toi, mais enfin sur le bord de la route plutôt. Mais si tu casses le moteur, là c'est compliqué quoi. Tu as quand même D'accord. donc du coup il faut pas traîner sur ces liaisons là. Il faut pas emmerder, mais écoute en général, ça se passe bien pour tout le monde. Et donc après voilà, départ de la spéciale. On va dire entre 8h, 9h, 10h. Et puis après, ça dépend. Les petites journées, on a 300, 400 km de spécial. Et sur les grosses journées, on va avoir jusqu'à 550 km de la plus grosse. Là, elle faisait 500 km de spécial. Donc là, Ouais. c'est très long. C'est très très long. Imaginez-vous, vous tracez 550 km sur 2 points sur la carte de la France. Ça fait Poitiers-Paris aller-retour, quoi. Facilement, facilement. Mais pas sur l'autoroute. Et pas sur l'autoroute. Ouais. Donc voilà, donc non, c'est très long. Donc le soir, on arrive à. Le soir, enfin, des fois, on peut quitter la spéciale. Il va être par exemple 15h, 16h. Et puis après, des fois, on a encore 2 heures de route derrière. Donc souvent, on arrive au bivouac. Et entre 16h les jours les plus tôt et des fois 18h, 19h. Et l'année dernière, au Pérou, c'était encore pire parce que les liaisons, on avait énormément de liaisons pareil, mais les routes, c'était énormément de routes sinueuses en montagne, alors que là, on avait vraiment des bouts droits. Et donc les liaisons se faisaient beaucoup plus rapidement. Et je me suis vu arriver des fois à 21h, ouais, au bivouac l'année dernière. Et là, quand on arrive, eh ben, déjà, on se pose, on essaie déjà de s'asseoir un quart d'heure, 20 minutes sur une chaise déjà pour se poser un petit peu, parce que la journée était plutôt longue.
est rude en règle générale. Et après, il faut tout de suite penser voilà, déplier sa tente, sortir son sac de moto, faire un petit débrief avec le mécanicien, savoir s'il y a des choses à faire sur la moto. Quand on est en mal moto, c'est encore pire. Hein. Il faut faire la mécanique déjà tout de suite. Moi qui ai pris une assistance, voilà, on faisait le point avec le mécanicien et on passait à autre chose. Et puis après, voilà, il faut tout de suite aller. Souvent, on fait douche, kiné, et après, on va manger. Et après, on revient. Et la journée n'est pas finie. Il faut qu'on fasse le roadbook. Et un gros roadbook de 400-500 km, on met entre minimum 2 heures. Quoi. C'est 2 heures, 3 heures les plus gros. Donc là, c'est long. C'est long, c'est long. Mais t'as toujours pas mangé, t'as toujours pas bu là dans cette Ah histoire. ouais, là, donc la journée, j'ai des barres céréales. Là, j'avais Power Bar qui m'a bien aidé cette année. Ils ont des super produits et j'ai 2 poches dans mon blouson en bas et voilà, c'était rempli de pâtes de fruits, de barres céréales, voilà, des choses énergétiques, des petits gels pour pas se casser Ouais. la journée et voilà. Et après, pareil, on a un camelback, on a 3 litres d'eau obligatoire à partir. On doit partir avoir le plein le matin. Ouais. Et ça, en règle générale, on va pouvoir avoir des petits refuelings, ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que sur des journées de 400 km, par exemple, 400-500, on va en avoir 2 ou 3. C'est-à-dire qu'on va faire 180 km. Là, on va avoir une pause de, par exemple, 15 minutes. C'est-à-dire qu'on rentre dans une zone, tout de suite, ça bip. Et on a 15 minutes pour rester dans la zone. Donc là, si on doit mécaniquer, on doit être seul à mécaniquer. Le team n'a pas le droit Ouais, d'intervenir. ouais. On est en course. Et donc là, ils nous font le plein de la moto. Donc on a le temps de s'asseoir sur une chaise. Souvent, ils nous mettent une tonnelle. Quoi. En gros, hein, ils nous mettent une tonnelle. On est toujours à peu près 10-15 pilotes à être dans le même quart d'heure, en fait. Et donc quand on arrive, il y en a qui partent. Quand on repart, il y en a qui arrivent. Ça s'enchaîne. Ouais. Et là, ils nous mettent des montagnes de bouteilles d'eau. Donc là, tout le monde prend de l'eau. Et puis, on se fait le plein des camelbacks. Et puis voilà, on repart pour ça. Et on va avoir à peu près 3 pauses de 15 minutes dans la journée. Ouais. D'accord, ouais. Voilà. Après, des fois, on a de la chance. On va avoir, par exemple, 40 km de liaison. Donc là, on sort de la spéciale tout de suite. On essaie de rouler et on essaie de se dépêcher. Et comme ça, on arrive à avoir un petit peu de temps en avance. Et puis là, on arrive à avoir un petit quart d'heure, 20 minutes de pause. Mais ouais, quand on est fatigué, c'est compliqué à faire, Ouais. effectivement, quand on a une blessure surtout. Euh, mais bon, voilà, on essaie de garder tout ça pour le soir. Si on a une blessure, si on a un problème, il faut essayer de sortir ça de la tête, de rester concentré pour Ouais. terminer la course. Ouais. Il y a eu deux questions là pendant qu'on en discutait de ça. Bah là, il y a Flo qui pose une question, je sais pas si tu la vois. Comment on gère ces étapes aussi longues physiquement et mentalement? Comment on gère les étapes aussi longues physiquement physiquement, il faut être préparé. Dans tous les cas, on la gère, on est obligé de la faire. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu montes sur la moto le matin, tu as 2 choix, où tu termines ou Faut tu être prêt. abandonnes. On essaie plus de partir pour la terminer cette journée-là. Et en gros, c'est de s'économiser et surtout d'éviter la chute parce que voilà, ça m'est arrivé là le 6e jour là au Dakar cette année et une chute avec un autre quad là où je percute, perte de connaissance et tout, et ça arrive au kilomètre 100 et j'avais 450 km cette journée-là, ou 400 plutôt, donc il m'en restait encore 300, donc c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, les journées sont longues. La journée était même très très longue, mais on essaie de tout le temps, on a toujours des cases nous sur notre roadbook et on essaie de se fixer un objectif, aller à la case suivante, 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 et puis quand c'est dur, on essaye de penser à plein de choses, des choses qui nous font penser à autre chose que par exemple la douleur ou si on a un problème mécanique pour essayer de ne pas avoir peur que ça cache, choses comme ça, Ouais. mais voilà, donc mentalement, ça va avec physiquement un petit peu. Hein. C'est vrai que il y a plein de personnes qui vont au Dakar, qui prennent des coachs mentaux, choses comme ça, parce qu'ils ont peur, je pense, de lâcher. C'est vrai que si on se lance dans le rallye raid et encore plus pour la course du Dakar, que ce soit en moto ou en quad, en voiture et en camion, ça reste quand même un petit peu moins dur physiquement. Mais c'est quand même tout aussi dur. Mais en moto, on est quand même amené à prendre des chocs et c'est quand même très dur. On ramasse beaucoup la piste. Donc il faut être fort mentalement pour pas lâcher, quoi, pas abandonner. Ouais.
Alors, une question complètement à part, je ne sais pas si tu sauras répondre sur ça. On demandait pourquoi il y a plus BM sur le Dakar en moto. Là, c'est un choix de leur part, hein. C'est la marque qui a Ouais, décidé de ne pas investir, quand même, de pas mettre du budget là-dedans. Après, c'est un choix politique de la marque, hein. Ils préfèrent, par exemple, mettre leur budget dans le MotoGP et dans la piste plutôt que de mettre du budget dans le Dakar. Ça, après, ouais. c'est à eux, ça. Du coup, tes projets? Et ben projets, on va dire un petit peu chamboulés quand même Ouais, avec ce Covid-19 où bah, même pas que la France, hein, tout le monde est impacté. Euh, Compliqué d'aller voir normalement, tu vois, les budgets pour le Dakar, on commence à les chercher maintenant, quoi. Tu vois, début mai on attaque et avril-mai on attaque et on commence à faire le tour des partenaires, choses comme ça, des nouveaux sponsors. Euh, pour commencer à retrouver en fait l'enveloppe qui va nous permettre de donner les premiers paiements en fait c'est au mois de juin en fait qu'on commence à s'inscrire pour le Dakar. Et là, ils nous demandent tout de suite des sommes de 6 entre 5 et 10 000 quoi, tout de ouais, suite pour pouvoir s'engager. Enfin, c'est les premiers versements, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un engagement, ça coûte entre 15 et 17 000. Je dis entre 15 et 17 000 parce que le vrai engagement, je crois, il y a 7 500 ou 17 000. Et après, quand on a des bonus avec les médias, c'est-à-dire on a par exemple 1000 personnes sur Instagram, ça va nous descendre de 150 euros. Quand on a ah ouais. plus de 1500 ou 2000 sur Facebook, ils nous redescendent par exemple de 500. Voilà, on a des bonus communication, on a des bonus si on a été Allez vous abonner. Allez vous abonner. on va faire les championnats du monde, par exemple, ou le Merzouga, par exemple, il nous enlève 1000 euros d'engagement. Voilà. Il joue le jeu aussi. Donc le premier Dakar, on paye toujours plein pot, et le deuxième, on arrive à le descendre un petit peu. Mais, Ouais, mais voilà, ouais, avec ce Covid-19, ça va être compliqué de retourner voir des entreprises qui ont été elles aussi impactées, qui sont comme moi, avec le magasin, voilà, avec des pertes des chiffres d'affaires énormes. Donc Dakar 2021, si ça tenait qu'à moi, bien évidemment, je signe tout de suite, hein, mais je ne sais pas encore comment ça va se passer. Déjà, comment il va avoir lieu. Est-ce que ça va être les mêmes dates? Comment ça va se passer? Est-ce que dans le monde, va y avoir encore un deuxième pic d'épidémie? Et auquel cas, ils vont l'annuler, ils vont le reporter. Ils ne peuvent pas le reporter des mois et des mois après parce que eux, là-bas, c'est énormément de logistique. bah ouais, Les bateaux partent 3 semaines avant, donc les affaires, c'est très compliqué. Ça va être compliqué pour eux aussi également à gérer. Pour ma part, en tout cas, s'il y a pas de Dakar en 2021, j'irai au moins faire des rallyes au Maroc ou un championnat du monde, comme j'ai fait les années passées. Par exemple, fin septembre, à la Pan-Africa Rally, qui est un super rallye et qui est pas très très cher. Voilà, ou alors aller faire le championnat du monde au Maroc, peut-être l'année prochaine, en début d'année, choses comme ça. Euh, mais il y a aussi des périodes au niveau du temps où on ne peut pas forcément aller dans le désert entre mai et allez, on va dire entre juin et août où c'est compliqué quand même, hein. Dans le désert, on ne peut pas ouais, quoi. Il fait vraiment trop chaud et donc il y a des périodes à respecter. Avec le Covid-19, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc 2021, on met un gros point d'interrogation. Et 2022, voilà, si on ne va pas en 2021, je re-signerai en 2022. Je garde la moto qui a fait un seul Dakar et une seule course au Maroc. Et puis voilà, on va essayer de retourner quand même faire quelques courses au Maroc pour s'entraîner, garder un roadbook, garder le rythme. ouais. J'ai vu, il y a une question qui est passée de Patrick au niveau de ta préparation physique. On en a parlé au début de la vidéo. On peut revoir après en story hein, tout ce qui a été dit. Sinon, bah, ce que tu disais, tu as un coach sportif Ouais, et tu es à fond toute j'ai l'année. un coach, comme je disais, hein, j'avais un coach la semaine 90 degrés nord et à côté j'avais un programme où j'allais tous les soirs et le dimanche à la salle de sport pour courir et faire du renforcement musculaire. Bon, tu sais, c'est la petite tradition. J'ai 50 questions à te Allez, poser. je t'écoute. T'es prêt? McDo ou gastro? Ah, les McDo. T'es sûr? Ça dépend du moment, effectivement. 3 mois avant. Crampon ou slick? Crampon, c'est bien quand même. Rap ou électro? Électro. Quad ou jet ski? Ah, jet ski. Pain au chocolat ou chocolatine?
Au chocolat. Panigale ou 500 CR? Je dirais dédicace à mon petit Rémi, je vais dire 500 CR. Attaque ou défense? Attaque. Maniaque ou bordélique? Un peu bordélique. Supermoto ou sportive? Supermoto. Vintage ou moderne? Moderne. Sable ou boue? Le sable, tout de suite. Rallye raid ou FMX? Rallye raid. Endurance ou sprint? Endurance. Honda ou KTM? KTM, tout de suite. Voyage planifié ou voyage à la dernière minute? On va dire voyage planifié. Touquet ou Stade de France? Ok. Plage ou balade touristique? Plage. Hôtel ou bivouac? Pour le confort, je dirais hôtel, mais pour la beauté de la course, quand même, l'étape bivouac au Dakar reste quand même quelque chose de top. Donc allez, je dirais bivouac. Wheeling ou burn? Welling. Pick-up ou camion? Pick-up. Neige ou soleil? Soleil. Bière ou saucisson? Bière. Caleçon ou moule vite? Caleçon. Avion ou bateau? Avion. Logan ou multiplat? Logan. Dakar en 4x4 ou en buggy? Ah, Dakar en buggy, malgré que je pense qu'il vaut mieux s'armer d'un 4x4 quand même pour y aller. Mais je dirais Dakar en buggy. Gaufre ou crêpe? Crêpe. Miami ou Los Angeles? Miami. Cheeseburger ou nuggets x4? Nuggets x4. Électrique ou diesel? Ah, diesel. Ou t'aurais pu mettre essence. Shifter ou en voyage? Embrayage. Moto debout ou moto assis? Moto debout. Sport ou apéro? J'aime bien les deux, mais on va dire moitié sport. 6 mois de l'année, on fait apéro. Et puis 6 mois avant, on fait sport. Bon allez, je te l'accorde. Ayam ou Booba? Ah, aucun des deux, là. Foot ou rugby? Je dirais foot. Lover ou gangsta? Lover ou gangsta? Lover, mais t'as qu'à mettre lover. Les filles qui regardent. Café racer ou scrambler? Un scrambler. Lulu la boiserie ou Highside? High side. T-Max ou Honda Rebelle? T-Max. Femme ou argent? Femme ou argent? Si je prends argent, j'ai les deux. Je dirais femme. Je dirais femme. Rihanna ou Shaim? Shine. Jules ou Aya Nakamura? Ah, je vais faire plaisir à mon apprenti. Je vais dire Joule. Pistolet à eau ou Nerf? Nerf. On est bien équipé ici. Patron ou employé? Ma patron. Sur place ou à emporter? Emporté. Neige en moto ou neige en snow? Les deux. Les deux. J'ai pas essayé encore la neige en moto. Mais je dois faire ça avec mon pote Rémi, un de ces quatre. Mais en attendant, je dirais snow. Premier jour ou dernier jour du Dakar? Dernier jour. Qu'est-ce que c'est bon le dernier jour, je t'assure. Ouais, Tu pars le matin en te disant aujourd'hui je fais une balade. C'est ce que ouais. je me suis dit. Je dis les gars, ce matin on fait une balade. On termine. Il nous faisait faire en plus 70 km quoi, le truc, ou 100 km, le truc nul quoi. Enfin nul. Et c'était rien quoi. Donc on est parti en mode balade et on a tous terminé. Le classement était fait. Tout était fait. Donc on partait le matin et c'était une bonne journée la dernière journée. Vitesse ou technique? Technique. GPS ou roadbook? Roadbook. Bon,
Voilà, c'était 50 questions. Euh, c'est à toi de me poser une question maintenant. Est-ce que tu as préparé une petite question ou est-ce que tu as une question à me poser? Ouais, j'avais une question, Charlie, quand même. Je voulais savoir, après ce confinement, est-ce que tu vas continuer à faire des lives? Et est-ce que tu vas aussi, toi, tomber dans les petits tutos cuisine ou tutos beauté? Alors, je réfléchis au tuto cuisine, effectivement, après le confinement, mais non, Ça non. t'a pas- Je peux te faire une salade de pignons, tu sais, ça je sais faire. Mais non, par contre, oui, si, continuer les lives Ah, après, pourquoi pas? Peut-être peut-être. pas un par jour, mais non, c'est sympa. Ouais. Bah, peut-être, ouais, un par semaine. Et surtout, ce que j'aimerais faire après le confinement, c'est essayer d'aller voir un maximum tous ceux qui sont passés dans le live et peut-être aller voir sur place et partager bah, ton magasin, par exemple, ta moto de plus près ou un entraînement ou des choses comme ça. Tu vas faire des petites vidéos comme ça, ce serait Ça peut être sympa. sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Bon, cool. Et puis aussi faire la petite vidéo qu'on a prévu de faire ensemble Sur ta, avec sur, avec mes petites sur ta chiottes. Apple Bécane, ouais. Pourquoi pas? Voilà. T'as une petite citation? J'ai pas vraiment de citation, mais plutôt quelque chose qui me tient à la peau depuis que j'ai commencé le rallye, c'est de quoi qu'il se passe, en fait, jamais abandonner et se relever. Et quelles que soient les étapes, il faut se relever et avancer. C'est un peu le secret pour arriver à faire le Dakar, je pense, Ouais, hein. sans encombre, ouais, ça se passe comme ça, ouais, en règle générale. Ouais. Ce qui serait sympa, c'est pour terminer ce live, c'est que tu nous montres un peu ta moto vu qu'elle est derrière. Est-ce que tu peux prendre ton Ouais, téléphone et puis nous la montrer, nous la je peux décrire? vous montrer ça. Tac. Je vais vous la montrer un petit peu, hein, c'était prévu. Donc c'est la 450 KTM Rallye 2019. Pour les petites caractéristiques techniques, c'est une moto qui fait 70 chevaux, où on va retrouver en fait, c'est une moto qui est un petit peu plus haute et un petit peu plus longue en fait qu'une moto d'enduro de série normale, où on va voir en fait un gros réservoir. En fait, tout l'arrière là va être une grosse côte de réservoir, et puis à l'avant on va en avoir deux réservoirs qui vont faire 6 litres, qui vont faire en fait faire toutes les copes de la moto. Et puis voilà, ce qui change un petit peu des autres motos, c'est qu'on va avoir tout un système de navigation avec voilà, toute l'instrumentation qui va être posée sur une tête de fourche en carbone. Voilà, Ok. on a un très gros optique devant qui fonctionne très bien. Et puis voilà, on a tout un système avec le roadbook, vous voyez, où je suis encore sur le roadbook, tu vois, de la dernière journée, tu vois. Ça, c'était la fin de la dernière étape où ils nous ont fait, tu vois, voilà, tu l'as là, ASS, kilomètre 297,50. Entre-temps, hein, on avait eu de la liaison, mais voilà, D'accord. ASS terminé, et puis après, tu vois, après c'est vide, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est la C'est la délivrance. délivrance, voilà. Donc, pour la navigation, pour expliquer un petit peu, voilà, sur les cases, on va avoir le kilométrage. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a le, Si, si, c'est super. on a le kilométrage en fait qui va être ici. Et en fait, à ce kilométrage-là, on va avoir un trip qui va être ici, qu'on va pouvoir gérer avec les boutons en fait en roulant, où là, on va pouvoir monter Ok. et descendre. Et puis là, on va avoir la fonction en fait pour changer. On va avoir trois fonctions. On va avoir la fonction kilomètre, la fonction speedocap. Speedocap, c'est-à-dire que vous allez avoir une boussole électronique qui va vous donner le cap, par exemple, ou alors la troisième fonction, par exemple, vous avez que le cap. Donc souvent, moi ici, je mettais que le cap. Ici, je mettais mon kilomètre, et ici, j'avais ça c'est juste un trip kilométrique, donc qui n'est pas relié avec les GPS. Ceux-là vont être reliés avec les GPS. Vous voyez, il y a un paquet de fils qui est ici, et là où D'accord. on a une antenne. Et en fait, ici, celui-là, je le réglais souvent sur les kilomètres, parce que la vitesse, pardon, excusez-moi. Des fois, on va avoir des zones où ici, hein, ils vont nous mettre par exemple 50 entourés. Si on arrive à 70, tout de suite, ça se met à biper avec le buzzer et on prend une Ah pénalité. ouais. Une pénalité, ça peut aller de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, jusqu'à une élimination en fait. Ah ouais. Et pour l'anecdote, l'année dernière, j'en ai eu une ou deux, et c'est quand même quand même 200 euros, hein, la pénalité qu'on doit leur donner, Ah ouais. qu'on doit leur donner en espèces le soir tout de suite. Et cette année, j'en ai pas eu. J'ai de la chance. De tout le Dakar, j'ai pas fait un excès. Donc ça peut être sur la route, comme ça peut être également spécial. Ça veut dire que vous roulez fort, D'accord. vous regardez pas votre case.
vous arrivez, par exemple, là, ils vont vous mettre un chemin tout droit et en fait, ils nous mettent un ralentissement, par exemple, parce qu'il peut y avoir un petit village, quoi. Ou alors, il y avait un village, par exemple, 2 mois avant, comme ils sont passés, par exemple, au Maroc, ça se fait beaucoup, il y avait un village nomade. Là, ils nous mettent un DZ, ça s'appelle, donc un début et après, il y a un FZ, une fin de zone. Et on arrive à 100 ou 130, on n'entend pas, on n'a pas regardé la case, on n'entend pas le buzzer, et on fait 100 mètres ou 200 mètres au-dessus de la limitation, et là, on prend une pénalité. Donc voilà, en fait, voilà. Donc pour expliquer, donc on a notre kilométrage. Là on a, voilà, par exemple, quand on doit prendre un cap, là ça nous explique, voilà, qu'on doit passer un rio ou une rivière dans G2. Donc là, souvent, en fait, on s'attend à avoir une marche en descente. Vous voyez, ils mettent quelque chose ici. Donc voilà. Puis après, il y a tout un lexique à apprendre. Donc là, par exemple, ils nous mettent de prendre le cap 138 en moyenne, oblique 210, c'est-à-dire que le cap 138 va être là, il faut tracer un oblique sur un cap 210, donc tout petit à petit se remettre sur le cap 210. Là, voilà, ils mettent par exemple, donc là, ils nous mettent dans G2. Donc là, en fait, ce petit logo-là veut dire cuvette. Donc là, c'est un danger sur 400 mètres. Sur 400 mètres, il peut y avoir des petites cuvettes. Quand vous passez pas vite, vous le sentez pas forcément, mais quand vous arrivez à 90 ou 100 dans un chemin, tout de suite, ça peut se transformer, plus grave. Là, par exemple, quand ils mettent S, par exemple, c'est un waypoint. On a des waypoints avec. Ici, on a un gros boîtier on appelle ça le boîtier GPS. Hein, on navigue pas avec, mais il nous donne des informations. Il va nous dire combien on a de waypoints à prendre dans la journée. Et voilà, par exemple, là, tu vois, tu as une limitation à prendre. Et puis après, là, il te donne des caps. Donc voilà, tu as un gros lexique à apprendre. Mais voilà, voilà ce que ça donne un petit peu. Vous voyez, les cases sont relativement rapprochées. Donc ça, là, c'est propre parce qu'on avait juste une petite spéciale juste avant l'arrivée. Et souvent, les cases peuvent être des fois espacées de 10 à 15 km. Hein, des fois, vous voyez, on avait 280 et après, on passait à 300. Après, on passait à 315. Là, en règle générale, c'est des grands bouts droits. Voilà. Et là, la particularité des nouveaux roadbooks qu'on avait cette année, c'est qu'ils étaient directement en couleur. Avant on les recevait tout blanc. Et là, ils nous sont donnés le matin pour éviter qu'il y a des mappeurs qui puissent tricher. Mais ici, voilà, ils nous le donnent le matin. Donc, on a un quart d'heure. Ils nous le donnent un quart d'heure avant de partir. On doit juste le mettre sur la moto et partir. Et c'est eux qui nous font le lexique. Donc, souvent, vous voyez, là, ils nous entourent. Par exemple, la case, ici, quand c'est un danger 3. Danger 3, danger 1, on ralentit. Danger 2, il faut ralentir et couper les gaz. Danger 3, on le passe voilà, très, très, très lentement parce que vous voyez, là, ça descend de 90. Enfin, voilà, ils expliquent qu'il y a 90 mètres, mais il peut y avoir une grosse marge de 2 mètres. Et si on ne regarde pas trop ces dangers-là, ça va tout de suite à la faute. Hein. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce lexique. Et cette moto. On nous demandait le poids de ta moto. Le poids 150. 105, ouais, entre plein fait, ouais, peut-être plus 170 kg environ. Ouais. Voilà. Et en vitesse de pointe, ça monte à combien? Record de vitesse, là, cette année, j'ai pris, avec la moto, je crois que j'ai pris 165, mais c'est une moto qui doit monter à 170. Mais je l'ai vraiment fait, on le fait très peu. On le fait très très peu et parce que de 1 c'est très dangereux à partir de 130, hein, déjà 120, quoi qu'il se passe on maîtrise plus rien. Donc j'étais souvent entre 100 et 120 et voilà, mais on a des pilotes là, les top pilotes ils sont tout le temps à 140, 150, 160, ça va très très vite, mais c'est pas une vitesse où je me sens à l'aise et c'est pas du tout dans ma zone de sûreté, donc voilà. Ouais. Voilà. Et au niveau des pneus, tu changes les pneus de temps en temps pendant le Dakar? Bien sûr. Par rapport à Bien sûr, j'ai le droit autre? à une paire de jantes d'avance. Là, vous voyez, là, c'est pas la paire de jantes d'origine, c'est une paire de jantes en swell renforcée, spéciale pour le rallye. Et on a des pneus qui vont être bien, bien spécifiques, des pneus Desert Race de chez Michelin, où c'est effectivement une gomme qui est beaucoup plus dure. Et à l'arrière, on a un pneu qui est homologué, bien sûr, avec une gomme très dure. Ouais. On va voir, en fait, voilà, donc là, il est un petit peu usé, mais on va voir un petit peu, si tu veux, cet espace au milieu pour pelleter dans le sable, en fait, tout simplement. Et après, haute vitesse, les bandes ici sont extrêmement dures. Donc voilà.
C'est des pneus qui sont très mixtes en fait, qui sont faits pour s'adapter à n'importe quelle Ouais, situation. les pneus désert, ils appellent ça. Spécial pour le rallye. Puis on en change. Le pneu arrière, je le changeais tous les 2 jours et le pneu avant tous les 3 jours. Ah ouais, d'accord. Donc il y a que là, moi j'utilise les pneus rallye, hein, spécial les Desert Race, spécial pour le rallye. Mais après pour le Maroc, des fois on va utiliser des pneus. Par exemple, il y a toujours les dernières épreuves là au Maroc. Souvent c'est des courses un petit peu type départ cross et on fait une petite boucle de par exemple 50 ou 60 km dans les dunes. Là, on vient mettre un pneu cross ou un pneu qui pelte beaucoup mieux que celui-là. Parce qu'il faut savoir, les pneus dans le sable, on les abîme pas. C'est vraiment sur la route, en fait. Hein. Les pneus, ils s'abîment sur la Ouais. route. Donc voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer sur ta moto? Non, c'est bon? Vous montrer autre chose. Ouais, on a le matériel je peux vous montrer ça. On a un petit matériel de sécurité, en fait, qui est juste là. Donc là, vous voyez, on a le. Donc j'ai eu l'occasion de m'en servir qu'une seule fois quand j'ai eu une chute avec un quad là, le 6e jour où je suis tombé entre 120 et 130 km/h. On s'est percuté et donc en fait vous voyez vous avez le bouton pour appeler, vous avez le bouton pour envoyer un message, en fait vous appuyez dessus puis après avec les flèches en bas vous descendez et après il y a le bouton rescue où là c'est qu'il y a un problème. Donc ça peut être quelqu'un extérieur à vous ou alors ça peut être vous. Dans tous les cas quand vous appuyez ça appelle directement les médecins et les urgences. Le PC de course en fait qui lui reste à Paris. Ça appelle directement le PC de course à Paris. Qui là tout de suite vous avez quelqu'un au téléphone, ils appellent et si vous répondez pas, il y a tout de suite l'hélicoptère qui arrive et quand vous appelez déjà sur Rescue, il y a quelqu'un qui parle. Donc il y a quelqu'un qui parle. Ils savent qui vous êtes, ils savent quel numéro, ils savent votre prénom, ils savent tout et c'est quelqu'un qui parle votre langue qui répond. Donc voilà, après vous avez donc là c'est ici vous avez un emplacement où vient se brancher en fait l'Iritrack. L'Iritrack c'est votre boîtier justement, boîtier GPS hein, qui permet de suivre et ils savent exactement où vous êtes. Et quand vous avez les petites antennes hein, qui sont placées sur le carbone juste au-dessus. Ouais, là, c'est un tracker quoi. Là vous avez la petite fusée de détresse, c'est obligatoire. Souvent aussi ici on vient mettre juste ici, là, on vient mettre par exemple une couverture survie, choses comme ça, parce que c'est obligatoire. Okay. Et puis après, quand on ouvre la selle, attendez, hop, quand on ouvre la selle, on va avoir une petite trousse à outils qui va être ici. Là, on a la boîte à air, et puis ici, on a tout ce qui est bougie, et tout est compacté en fait sur les réservoirs. Donc sous la selle, on a une petite trousse à outils. Okay. Voilà. Bon, c'est quand même une moto qui est très préparée et très différente de ce qu'on connaît habituellement. C'est une moto qui est effectivement qui est préparée en fait dans les ateliers chez KTM, chez Matigofen, hein, directement en Autriche. C'est une moto qu'on commande début mars et qu'on reçoit en juillet-août quoi. Il faut une production. Il y en a en général que 80 qui sortent des usines KTM. À l'année chez KTM et c'est des motos qui coûtent très cher mais qui sont directement prêts pour le rallye. Des motos comme ça, c'est des motos qui valent un petit peu plus de 30 000 euros, entre 30 et 33 000. Derrière ça, il faut rajouter à peu près 1 500 euros à peu près de navigation entre les speedocaps, les boutons, les supports. Et voilà, donc c'est une moto qui est complètement aboutie. Hein. On a déjà directement la ligne Acra dessus, elle est tout équipée. On a juste à poser une déco et puis mettre une paire de jantes. C'est les seules choses qu'on vient faire à part installer la navigation, mais elles sont directement prêtes pour le rallye. Ce sont des motos qui sortent du service compétition en fait de chez KTM. Ok. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait un grand tour de ton univers déjà, c'est super. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Non, bah écoute, merci beaucoup Charlie de m'avoir invité sur ce live. C'est toujours sympa de partager tout ça avec vous. C'est extrêmement plaisant de partir au Dakar et de faire rêver énormément de monde. Hein. Ça reste un rêve pour plein de personnes, un rêve également pour moi, mais là je le fais plus dans le milieu de la compétition, mais c'est toujours sympa. J'ai énormément de gens qui me suivent et qui continueront de me suivre tant que je continuerai, donc je les remercie énormément. Ok.
Bah, merci à toi, Charlie. Merci Et vous puis, Karim. bah, à très vite. À la Et puis, prochaine. bah, ton magasin est ouvert, alors allez-y, allez faire les courses, hein, faut le faire On travailler. travaille demain, y a pas de souci. Allez, Allez, mon ciao, Charlie, à merci, à plus. plus. Salut. Tac, et voilà. C'était notre ami Charlie. Entre Charlie, ça s'est bien passé du coup, hein, comme d'habitude. Bon, d'habitude, on est un peu plus perturbé, hein, on rigole un peu plus. Là, c'était très sérieux ce soir, hein. Bon, oubliez pas, il y a le petit concours à jouer. En story, vous retrouvez pendant 24 heures ce live. Et si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à y retourner. Et puis, de toute façon, je fais mon maximum pour essayer de tous les enregistrer et de les basculer sur ma page YouTube. Et oui, il y a Ashtabart qui est là tous les jours et qui fait un travail de fou derrière pour les enregistrer. Et on va tout mettre sur YouTube. Ils mettent énormément derrière, donc ça c'est top. J'espère que vous allez pouvoir en revoir. J'ai pas pu tous les enregistrer. Des fois, il y a eu des bugs, etc. C'est pas évident sur Instagram hein, pour récupérer tout ça. Ce sera qualité Instagram comme vous voyez là. Ce sera sur un petit format hein, sur YouTube. Ce sera mis comme ça. Hein, voilà, pas de vidéo de fou ni de montage, mais ça me permettra de revoir tout ça. Voilà, bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve demain pour parler photographie, automobile, moto, tout ça, tout ça. Allez, ciao, ciao!